Aujourd'hui, un gros dossier, le cas de Valençol 1965. Un cas que vous trouverez sur le site du GEPAN avec les rapports de gendarmerie, les procès-verbaux des analyses scientifiques du sol et d'autres informations complémentaires. Est-ce que ce dossier est complet? On va en parler. Aujourd'hui, direction la Provence, au cœur d'un des dossiers OVNI les plus connus en France, Valençol, le 1er juillet 1965. Tel qu'il est présenté dans la base publique du GEPAN, le service du CNES qui centralise et publie des cas. L'objectif est simple, poser les faits officiels, ceux qui apparaissent dans les documents accessibles, sans rajouter une couche de légende. Et à la fin, on fera un constat important, ce que les organismes officiels publient et ce qu'ils ne publient pas. On n'intègre pas dans la version publique ou n'intègre pas dans la version publique du dossier. Êtes-vous prêt à entendre ce que je vais vous proposer? On n'est pas dans la... On n'est ni dans la désinformation, ni dans le sensationnalisme. Ce que je vous proposerai, donc, on va dérouler le cas, et après, je vous proposerai mon hypothèse personnelle, qui est pour moi le fil conducteur de toutes les prochaines vidéos, et le fil conducteur de tous mes prochains livres. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et éventuellement de me donner des idées de cas si vous voulez que je les décortique et que je vous expose des informations que je trouve sur le sujet. D'après la fiche GEPAN, le 1er juillet 1965 à 5h45, un agriculteur, dans son champ de lavande, entend un sifflement qui l'intrigue. Il dit alors découvrir un engin sombre et mat, inconnu, posé au sol. Il observe pendant 4 à 5 minutes la présence de deux personnages qui remontent très vite dans l'appareil. Toujours selon cette même source, l'engin décolle, part en oblique, puis disparaît rapidement en direction de Manosque. Environ 10 minutes plus tard, l'agriculteur découvre au sol des traces à l'emplacement où l'engin était posé, une trace en forme d'étoile avec un trou cylindrique au milieu dans une terre décrite comme détrempée. Le GEPAN rapporte qu'il revient le soir vers 20h30 avec sa fille et constate que la terre est devenue dure comme du ciment. Premier point, entourage. Donc, dans les éléments publics, la seule personne explicitement citée comme étant avec lui sur place ce jour-là, c'est sa fille, lors de ce retour du soir. Le lendemain matin, le 2 juillet, il parle de l'affaire et très vite, beaucoup de curieux se déplacent pour voir les traces, qui seront ensuite piétinées. Ça, c'est la partie village. On a bien une réaction collective décrite, l'afflux de curieux, mais sans nom, sans verbatim, sans témoignage individuel cité dans cette fiche. Je vous rappelle que ce cas, il est documenté sur le site du GEPAN, il est ouvert et accessible à tout le monde pour ceux qui sont intéressés et qui veulent vérifier mes sources. La gendarmerie, donc ce qui est daté, ce qui est documenté. Selon le GEPAN, vers 19h30, la gendarmerie locale apprend l'événement par la rumeur publique. Le témoin est entendu une première fois le 2 juillet 1965 à 20h par la brigade locale, dans un procès verbal identifié comme PV 445. Vers 22h, il accompagne les gendarmes sur les lieux, puis il est entendu à nouveau de 23h15 à 23h30 pour un complément d'information. Un autre PV, le PV 105, concerne des constatations sur place. Il est établi le 3 juillet avec prise de mesure et photographie. Le témoin apportera ensuite un complément d'information très détaillé le 18 août 1965, référencé comme PV 145. Point crucial, le GEPAN précise qu'aucun autre témoignage n'a été recueilli et qu'aucun autre indice n'a été trouvé autour du lieu par la gendarmerie. Vu son étrangeté, le GEPAN indique que le cas est classé D dans sa typologie. Dans la base de recherche GEPAN, ce cas apparaît bien, Valençol 04,
donc dans le 04, à la date du 01-07-1965. Avec classification D, le phénomène est décrit comme de consistance moyenne ou forte. Dans les détails structurés, c'est-à-dire ce que la base GEPAN encode, la page témoignage associée au cas, on trouve certains détails qui sont codés de manière structurée. Par exemple, la distance témoin-phénomène varie selon les PV. Cette page indique que le témoin annonce 60 mètres dans le PV 445, alors que les gendarmes mesurent 90 mètres entre l'emplacement du témoin et la trace dans le PV 105. Elle indique aussi que dans le PV 145, le témoin déclare s'être approché à 7 mètres de l'appareil. Toujours dans ces données, on retrouve des éléments descriptifs, mention d'un bruit de type mécanique, sifflement et une observation associée à un engin immobile, puis un départ rapide. Alors, sur ce point-là, beaucoup, dans un premier temps, de critiques, puisqu'on peut les appeler comme ça, on dit que M. Masse, puisque Maurice Masse c'est le nom de l'agriculteur, le nom du témoin, aurait vu un hélicoptère, d'accord. Pour moi, c'est un mépris de classe évident. Croire qu'un agriculteur dans un petit village de Provence est suffisamment, n'est pas suffisamment intelligent ou trop stupide pour avoir confondu un hélicoptère avec quelque chose qu'il n'a jamais vu. Donc on balaye d'entrée cette pas théorie, pas hypothèse, mais cette solution, on va dire, qui est apportée par certains débunkers, on va dire, entre guillemets, qui affirment que M. Masse a vu un hélicoptère. Voilà. Bon. Alors que dans les enquêtes, on ne retrouve aucune trace d'un plan de vol ou d'un hélicoptère qui serait posé dans un champ en urgence pour une réparation ou autre chose. Il n'y a absolument rien dans l'enquête sur le sujet-là. Donc on retrouve également un environnement paysage rural et l'idée d'un effet sur l'environnement lié à une modification ou des traces. Ce que le dossier public ne dit pas et pourquoi c'est important. La question est plus sensible. L'état physique et mental de M. Masse. La réaction précise des gendarmes, du voisinage et du village. Moi, c'est ce qui m'intéresse désormais dans les cas d'observation OVNI. Donc, dans les éléments publics que le GEPAN met ici à disposition, fiches, synthèse, données structurées, il n'y a pas de description clinique détaillée, pas d'examen médical, pas de diagnostic, pas de compte-rendu médical officiel publié dans ces pages. Et sur le plan social, on a bien beaucoup de curieux, mais on n'a pas le détail. Qui dit quoi, comment le village réagit individuellement, ni la teneur exacte des échanges avec les gendarmes. Parce que le contenu intégral des PV n'est pas reproduit ici, seulement référencé et résumé. À partir de là, une chose devient très claire. Il existe une différence entre ce qui circule dans les récits non officiels et ce qui est intégré dans la couche publique. La synthèse plus la base de données. D'un côté, on a un socle officiel avec une chronologie, mention de traces, un afflit de curieux et surtout une enquête de gendarmerie structurée en PV. Donc je répète, 445, 105, 145, dispo sur le site du GEPAN. Donc avec des mesures et des photos mentionnées, vous allez voir que ça paraît relativement complet. De l'autre, beaucoup d'éléments souvent racontés ailleurs, notamment sur l'état psychologique, les effets physiques ou les détails de comportement, qui ne figurent pas dans la synthèse publique telle qu'elle est présentée ici. Le GEPAN lui-même rappelle qu'en 1965, le GEPAN, ancêtre du GEPAN, donc GEIPAN et l'ancêtre GEPAN, n'existait pas, que les responsables successifs se sont bien sûr tous intéressés à l'affaire et ont reçu ou collectionné des documents sans toutefois publier d'enquête approfondie. Autrement dit, les organismes officiels peuvent récolter et conserver des informations sur un dossier tout en ne diffusant publiquement qu'une partie structurée et prudente, qui ne reprend pas forcément tout ce qui circule dans les récits parallèles. Et c'est exactement là que le sujet devient passionnant. Non seulement qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi comment une histoire se transforme selon ce qui est archivé, publié ou laissé hors champ. Ce que tu vas entendre n'est pas une preuve au sens scientifique, ni une reconstitution judiciaire.
C'est une lecture de fond, une hypothèse de chaîne centrée sur un point. La conscience du témoin n'est pas juste un récepteur passif. Elle pourrait être une partie du mécanisme. Je vais m'expliquer afin que vous compreniez ce que je pense et mon trait d'hypothèse. Donc l'hypothèse centrale, le folklore comme peau. Imagine une seconde que l'apparence n'est pas le message. Imagine que l'apparence est une traduction. Pas une traduction volontairement honnête, mais une traduction efficace. Une forme qui ne sert pas à montrer ce que c'est, une forme qui sert à entrer en contact sans faire exploser l'esprit. Dans cette perspective, l'engin et les êtres deviennent du folklore fonctionnel, un emballage perceptif calibré pour que le témoin puisse dire « j'ai vu quelque chose » sans être réduit au silence par l'indicible. Un théâtre minimal, suffisamment concret pour imprimer une mémoire, mais suffisamment ambigu pour rester impossible à valider complètement. Et là, un détail devient fascinant, l'environnement. La Provence, l'aube, le champ, un lieu calme, une routine, un homme qui connaît la terre. Le contact ne se fait pas dans un laboratoire, il se fait dans le réel, au milieu d'un écosystème vivant. Si l'on accepte cette hypothèse, alors la question n'est plus à quoi ressemblait l'engin, la question devient qu'est-ce que ce phénomène est venu faire ici, précisément maintenant. Pardonnez ce trait d'humour. On va encore aller plus loin dans l'analyse. Donc la scène cachée. Ces choses ne viennent pas saluer, elles viennent travailler, observer, mesurer, comprendre, prélever. L'engin au sol, ce n'est pas un symbole de science-fiction, c'est un poste de contact avec le milieu. Le sol n'est pas juste de la poussière, c'est une bibliothèque biologique. Les plantes ne sont pas juste un décor, ce sont des capteurs chimiques, des mémoires du terrain, des organismes chargés d'huile essentielle, d'équilibre, de stress, de cycle. Et l'humain? L'humain n'est pas seulement un témoin gênant. Dans cette lecture, l'humain est une ressource, parce que l'humain présent n'est pas n'importe quel humain, c'est un agriculteur. Quelqu'un qui sait lire le terrain sans instrument, l'humidité, la texture, la dureté, le comportement de la plante, la logique du champ. Quelqu'un qui possède une connaissance incarnée, un savoir qui n'est pas dans un manuel, mais dans la main, dans l'œil, dans la routine. Alors, pose cette idée. Et si la présence de l'humain n'était pas un accident? Et si l'événement incluait volontairement un humain, pourquoi alors garder l'humain dans le champ? Si ces phénomènes peuvent se matérialiser et s'adapter aux témoins, alors l'humain devient un point d'ancrage. Voici 3 intérêts possibles, cohérents avec l'axe conscience plus interaction, sans prétendre que c'est la vérité. Intérêt 1. Accéder à une lecture humaine du vivant. Un capteur peut mesurer des molécules, mais il ne comprend pas ce qu'est une lavande, ce que signifie dans une économie un terroir, une saison, une culture. La conscience humaine, elle, donne du sens, et parfois, ce que tu veux. Ce n'est pas la donnée brute, c'est la signification locale de la donnée. L'intérêt 2. Tester la réaction d'un système conscient. Un champ de lavande ne panique pas, il ne raconte pas, il ne reconstruit pas. L'humain, si. Et peut-être que le phénomène a besoin de ce miroir. Comment une conscience traduit l'inconnu en image, en récit, en certitude, en contradiction? Autrement dit, l'humain n'est pas seulement observé, il est utilisé comme interface de génération d'informations. Intérêt 3. Sécuriser l'interaction. Dans un monde où le contact brut serait traumatique, l'adaptation au témoin devient une méthode de réduction du choc. Tu ne montres pas ce que tu es, tu montres ce que l'autre peut supporter. Et pour vérifier que l'autre supporte, tu le laisses là, à quelques mètres, dans son terrain, dans son cadre mental familier. Dans cette logique, même la confusion des détails, les variations, les zones floues, ne sont plus des faiblesses du récit. Elles deviennent des signatures, la marque d'une interaction où l'esprit humain complète, colle, traduit et recadre. La lavande comme cible, mais pas un décor. Pourquoi la lavande? Parce que la lavande, c'est une plante qui porte une chimie puissante, un parfum, des huiles, une défense. Une plante qui résume un territoire, climat, sol, altitude, sécheresse, sélection, culture. Le phénomène ne vient pas seulement dans un champ,
Il vient dans un milieu intensément informatif. Et l'agriculteur, c'est la clé de lecture. Il sait quand la Terre est normale, il sait quand quelque chose cloche. Même sans parler d'ovni, il sait reconnaître une anomalie et différencier quelque chose qu'il ne connaît pas d'un hélicoptère. Donc si le phénomène analyse l'agriculteur, et il est à la fois un témoin involontaire, un capteur qualitatif et un archiviste vivant capable de dire ceci n'est pas comme d'habitude. Mais alors, le vrai événement n'est peut-être pas l'apparition d'une machine. Le vrai événement, c'est la rencontre entre un système inconnu et une conscience humaine située, compétente, enracinée dans son territoire. Pour conclure, ce que l'officiel laisse hors champ. On revient au contraste. Le dossier public tel qu'il est présenté donne un cadre, date, enquête, trace, PV, classement. Mais mon intuition, c'est que l'essentiel, l'expérience intérieure, l'impact sur la conscience, la part non quantifiable est rarement ce qui remonte dans la donnée officielle, ou rarement ce qui est diffusé comme information centrale. Alors l'épisode d'aujourd'hui sert à ça, montrer comment un cas peut être officiel dans sa structure, et pourtant laisser hors cadre ce qui pour moi constitue le cœur du phénomène, l'interaction, l'adaptation et le rôle de l'humain comme interface. Peut-être que Valençol ne raconte pas seulement une rencontre dans les lavandes. Peut-être que Valençol raconte comment quelque chose apprend le monde, en utilisant nos yeux, notre mémoire et nos images. En espérant que cette vidéo vous ait plu et que vous ayez maintenant compris le sens de toutes mes prochaines vidéos. Commentez, laissez un pouce, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Ça c'est le psaume YouTube hein, pour être référencé et partager et faire connaître cette méthode de pensée et d'analyse différente de ce que vous verrez ailleurs. Donc vous voyez, pas de sensationnalisme, pas d'exagération, pas de choses racontées. Je me fie à la structure officielle du récit tel que est diffusée. Je vous propose une version donc, qui n'est pas dans les récits officiels, ou qui l'est peut-être, mais que l'on ne divulgue pas, pour des raisons dont on parlera plus tard. Et je vous laisse réfléchir à tout ça. À bientôt.